Donald Trump a donc fait marche arrière sur ses tarifs, disant à tout le monde qu'en fait, il ne le pensait pas vraiment et que seulement 10% s'appliquerait, sauf pour la Chine, contre laquelle il a signalé être très en colère et furieux, parce qu'apparemment, en ripostant contre les États-Unis, la Chine, dans l'esprit de Donald Trump, a manqué de respect aux États-Unis. Donc, faire aux États-Unis ce que les États-Unis font aux autres, c'est manquer de respect au chef de file. D'un autre côté, la tourmente sur les marchés était si grande et le retour de bâton contre Donald Trump au sein de son propre cercle de confiance, notamment Elon Musk, était si fort qu'apparemment, il a été contraint de revenir sur beaucoup de ses tarifs. Maintenant, certaines personnes se demandent si cela a été fait intentionnellement ou si cela a toujours été le but de sa stratégie. Si c'était juste une autre fois où il commence à choquer le monde et ses partenaires de négociation potentiels avec une stratégie de bouleversement, pour ensuite revenir sur beaucoup de choses et avoir en réalité un objectif complètement différent de ce qu'il avait initialement prévu. Et rappelons-nous ici que Donald Trump a fait cela à plusieurs reprises au cours des 3 derniers mois depuis son retour au pouvoir. Il parlait de posséder Gaza. Il parlait d'expulser tous les Palestiniens avec des mots différents. Mais toute cette rhétorique qu'il avait, il donnait une sévère réprimande à M. Zelensky. Il parle de l'accord sur les minéraux avec Gaza et l'Ukraine, bien que celui-là semble encore être pris au sérieux d'une certaine manière. Mais toutes ces approches sont, d'une manière ou d'une autre, des approches maximalistes, des tactiques de négociation, n'est-ce pas? Vous entrez, vous défoncez la porte, et vous présentez ensuite à l'autre, ou à celui que vous imaginez être l'autre, un document fantaisiste, juste une facture. Vous savez, vous écrivez simplement une facture à quelqu'un, et vous lui dites « c'est ma revendication ». Et quand ils disent « genre, je ne veux pas payer ça », alors tu dis « genre, d'accord, commençons à négocier ». Et cela semble être la façon dont il faisait des affaires dans le monde de l'immobilier, où apparemment tu commences avec un chiffre complètement fantaisiste et une revendication fantaisiste. Et puis si l'autre rejette évidemment cela, tu descends à partir de là. Mais tu restes dans le monde de la fantaisie, n'est-ce pas? Tu le rends juste plus petit et forces ainsi les autres à raisonner à partir de ton cadre. Tu imposes ton propre cadre aux autres. Et il semble que Donald Trump ait essayé de faire cela à nouveau, avec toute son approche tarifaire. Maintenant, beaucoup de gens se demandaient si Donald Trump s'intéressait à cette question de tarifs, parce qu'il voulait mettre en place des politiques protectionnistes aux États-Unis. Les politiques protectionnistes viseraient à préserver, prévenir ou même développer des secteurs industriels stratégiques. D'un autre côté, cette idée de tarifs réciproques est une chose complètement différente. Celle-ci aurait pour logique sous-jacente l'idée de nuire aux économies d'autres pays en imposant des tarifs américains, qui sont essentiellement une forme plus faible de sanctions. Mais ce sont des sanctions. Et ces deux approches, nuire à d'autres économies pour les faire ressentir la pression ou protéger sa propre industrie, sont deux choses différentes que vous pourriez vouloir atteindre. Mais si vous combinez ces éléments, alors vous vous préparez à un échec considérable, car ils ne sont pas complémentaires. Si vous adoptez une approche à la Russie, vous savez, vous imposez des sanctions à un pays, alors l'objectif ultime est d'obtenir un changement de politique dans l'autre pays, même si les sanctions manquent souvent cet objectif, de manière significative. D'un autre côté, les politiques protectionnistes ne sont pas rares. Je veux dire, beaucoup d'États le font. En fait, même dans les années 70, 80 et 90, les tigres asiatiques, ceux qui ont réussi à se développer le plus comme Taïwan, Singapour et un peu plus tard la Thaïlande,
ont réussi à construire leurs économies en grande partie en ignorant certains des discours sur le libre-échange du FMI, de la Banque mondiale, des États-Unis, etc., et en disant « Non, 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 nous avons certaines industries que nous voulons protéger ». And saying like, no, we have certain industries that we want to protect. Japan did so too, by the way. Le Japon a fait de même d'ailleurs. Le Japon a encore aujourd'hui des politiques protectionnistes, surtout en ce qui concerne les importations agricoles. Pourquoi? Parce que le Japon veut protéger son propre secteur agricole. Et pourquoi veulent-ils faire cela, pourriez-vous demander? Eh bien, parce que les agriculteurs votent traditionnellement très fortement pour le LDP, le parti qui est au pouvoir depuis le plus longtemps ici au Japon. C'est une base électorale importante pour eux. Et donc, le LDP au pouvoir s'assure que les riziculteurs et les maraîchers, entre autres, soient protégés des importations étrangères, surtout les riziculteurs. Les légumes, pas tellement parce qu'ils sont assez périssables, mais la riziculture, n'est-ce pas? Et le prix du riz a toujours été un prix très crucial au Japon. Ainsi, le gouvernement japonais protège celui-ci autant qu'il le peut. Bien que, comme nous le voyons actuellement, cela puisse aussi se retourner contre nous. Et alors le prix du riz augmente parce que l'offre est trop faible. D'autres pays comme la Thaïlande seraient heureux d'exporter vers le Japon. Mais une fois que les tarifs sont en place, surtout dans un pays bureaucratique comme le Japon, il est difficile de revenir en arrière du jour au lendemain. Actuellement, les États-Unis ne semblent pas avoir de stratégie de ce type. Les tarifs annoncés par Donald Trump la semaine dernière, lors de la Journée de la Liberté ou de la Journée de la Libération, sont une stratégie coercitive pour amener tout le monde aux États-Unis et les faire supplier de ne pas utiliser ces tarifs, en extrayant ainsi probablement des concessions monétaires, comme l'a confirmé un article publié sur la page d'accueil de la Maison-Blanche. Donald Trump semble sérieusement penser que d'autres pays exploitent les États-Unis. Vous savez, les États-Unis étant le plus grand en termes nominaux, la plus grande économie du monde en termes de PIB nominal brut, que pour une raison quelconque, étant le fournisseur de la monnaie de réserve, et bien sûr le bénéficiaire d'avoir une monnaie de réserve et d'avoir toutes ses bases militaires partout dans le monde, est une sorte de bien mondial que les États-Unis fournissent au reste du monde. Le reste du monde devrait en fait remercier les États-Unis et les payer pour cela. Maintenant, le paiement est ce qu'ils voulaient extraire. Et apparemment, la reconnaissance est ce qu'ils testaient, ce que Donald Trump testait. Et cela semble maintenant avoir tellement mal tourné, parce que des milliers de milliards de dollars américains ont été effacés sur le marché boursier. Ce qui rend non seulement Donald Trump et certains de ses amis riches très en colère, mais cela augmente également le risque sérieux d'une récession. Pas tant à cause de l'effondrement du marché boursier, mais bien plus à cause de l'impact réel que ces tarifs auraient eu s'ils étaient entrés en vigueur comme prévu à grande échelle. Le fait que Donald Trump réduise maintenant ses tarifs à 10%, sauf pour la Chine, nous indique qu'il cherche toujours à punir et à se découpler de la Chine à travers ce discours tarifaire. C'est un problème assez important, car les États-Unis, pour leur marché intérieur, dépendent encore beaucoup des importations chinoises. Et on ne peut pas simplement échanger du jour au lendemain toutes ces chaînes d'approvisionnement. Donc, si ce tarif de plus de 100%, autour de 140% sur la Chine, n'est pas levé bientôt, il y aura une inflation réelle, non seulement basée sur les fluctuations du prix du pétrole ou les réflexions des marchés financiers, mais basée sur les coûts supplémentaires auxquels les producteurs et fabricants aux États-Unis sont confrontés. Ces fabricants produisent de nombreuses pièces de leurs biens en Chine et les importent ensuite aux États-Unis. À un moment donné, ces coûts supplémentaires devront être répercutés sur le consommateur. Et cela va rendre tout plus cher, des iPhones aux voitures et à tout ce que vous pouvez imaginer
qui est d'une manière ou d'une autre intégré dans une chaîne d'approvisionnement mondiale, incluant la Chine. La partie ironique de cela est que les États-Unis supporteront la plus grande partie de ce coût, parce que, pour les biens produits aux États-Unis, qui sont vendus en dehors de St. Bond, sold outside of the US, this is going to be a different story. The iPhones that Apple produces and les iPhones qu'Apple produit, dont une bonne partie est assemblée et produite en Chine, avant d'être importés aux États-Unis pour être vendus sur les marchés américains, vont augmenter considérablement. Apple et de nombreuses autres entreprises, comme Nike, lorsqu'elles produisent leurs biens, ne les ramènent pas aux États-Unis pour ensuite les vendre à l'étranger. Les biens qu'elles vendent à l'étranger sur les marchés étrangers sont expédiés directement de l'étranger. Apple expédie tous ses iPhones et MacBooks au Japon depuis la Chine. Ils ne passent pas par les États-Unis. Ainsi, les tarifs américains ne s'appliqueront pas à ces produits américains vendus à l'étranger, même s'ils sont fabriqués en Chine et dans d'autres États. Donc maintenant, en gros, ce que nous avons ici, c'est une situation dans laquelle ces entreprises américaines peuvent encore coopérer avec la Chine, peuvent encore se permettre un marché mondial, produire en Chine, en Inde et à l'étranger. Mais pour le marché américain, cela ne va plus fonctionner. Et cela doit être un gros casse-tête pour beaucoup des grands fabricants. Mais ce qu'ils feront, la chose la plus simple pour eux, est de se concentrer réellement sur ces flux séparés. Maintenant, vous avez un flux de vente pour l'Allemagne, le marché mondial. Nous avons un flux de vente pour les États-Unis. Et vous pourriez avoir différents flux de fabrication. Donc, même en imposant des tarifs de 140% sur la Chine, vous ne rompez pas nécessairement tous les liens commerciaux avec eux. Vous ne rompez pas nécessairement tous les liens entre les fabricants américains et la Chine. Ce que vous faites, c'est forcer vos propres fabricants à repenser leur stratégie de fabrication et d'assemblage afin de pouvoir servir deux flux. Même si le but de tout cela est d'affaiblir la Chine, l'idée de représailles de ces tarifs ne va pas être très bien accueillie. Et l'autre chose d'ailleurs que les États-Unis ont accompli, même après avoir imposé ces tarifs, ou peut-être encore plus, c'est que toute confiance dans les États-Unis en tant que partenaire commercial prévisible et digne de confiance a maintenant définitivement disparu. L'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, a récemment publié une déclaration disant qu'ils n'apprécient pas du tout ces tarifs, mais qu'ils ne riposteront pas. L'ASEAN a choisi la voie la plus pragmatique, admettant essentiellement que le marché américain est tout simplement trop important et qu'ils ne riposteront pas, mais ils n'apprécient vraiment pas ce qui se passe. Et en tant que bloc commercial entier, ils ont publié une déclaration. Donc pas seulement Singapour, ou le Vietnam, ou l'Indonésie et la Malaisie, mais en tant que bloc entier. Et vous pouvez voir comment cette question des tarifs monte, bien sûr, au plus haut niveau. C'est un autre de ces moments internationaux, mondiaux, où le monde entier perçoit réellement quelque chose, n'est-ce pas? Il est difficile pour différents pays et différentes populations de prendre note en même temps du même fait. Mais en ce moment, au cours des 10 derniers jours, de la dernière semaine, tout le monde a remarqué que les États-Unis se comportent comme un enfant capricieux et que vous ne savez pas où les États-Unis vont aller. Tous les accords que vous passez avec les États-Unis, y compris, bien sûr, les plus importants, les traités, peuvent ne rien valoir demain, parce que les États-Unis ont maintenant clairement indiqué, leur branche exécutive a clairement indiqué qu'ils ne se contentent pas de les ignorer. Ils se réservent le droit de les ignorer purement et simplement. C'est encore différent que de simplement quitter un accord, n'est-ce pas? La manière dont la première administration Trump a quitté l'accord avec l'Iran, l'accord JCPOA, l'accord
Le traité qui fonctionnait réellement pour s'assurer que l'Iran maintienne son matériel fissile nucléaire en dessous d'un certain seuil et permettrait à des observateurs internationaux de contrôler et vérifier le programme nucléaire et de s'assurer que l'Iran n'aurait pas la capacité ou la possibilité de produire des armes nucléaires. Donald Trump a quitté cet accord pendant son premier mandat, mais il l'a fait simplement en utilisant sa clause de sortie et en disant « Comme nous considérons cela, nous quittons officiellement maintenant ». Et c'était déjà assez mauvais, surtout parce que plus tard, les États-Unis, la même administration, ont continué à exiger que l'Iran se comporte, que l'Iran respecte réellement ses promesses dans le cadre du JCPOA. Mike Pompeo a fait cela, en disant « D'accord, nous sommes sortis, mais puisque cet accord multilatéral est toujours valable avec les États européens et d'autres, vous y êtes toujours liés. Et si vous ne vous comportez pas en conséquence, alors nous vous imposerons des sanctions supplémentaires. » Vous savez, ce genre de comportement d'intimidation existait déjà avant. Mais le comportement d'intimidation devient maintenant bien pire. Également dans le sens où vous ne pouvez plus faire confiance à ce que tout ce qui vient de Washington ait une quelconque valeur à long terme. La durée de vie des déclarations de Washington est maintenant très courte. Donc, en un sens, les États-Unis ont réussi ici à casser pas mal de porcelaine, mais la proverbiale, pas le pays réel. Le pays qui a réellement pris position et a dit « Non, je veux dire, si vous nous imposez des tarifs, nous allons vous en imposer. Il faut être deux pour danser le tango, et nous pouvons tous les deux jouer à ce jeu. Oui, cela nous fera mal, mais nous pouvons survivre. Nous avons un marché de 1,4 milliard de personnes, 3 fois la taille des États-Unis. Donc, vous savez, si c'est un jeu de la poule mouillée, ce n'est pas très intelligent. Ce n'est pas un jeu où les États-Unis commencent avec une main forte. C'est un jeu où, au mieux, ils ont une chance marginale de succès. Mais tout ce discours est bien sûr extrêmement dangereux, car il montre encore une fois qu'il est presque impossible de voir qui prend réellement les décisions aux États-Unis, qui élabore ces plans. Je veux dire, qui a élaboré ce plan? Et il est maintenant évident qu'il s'agit d'un groupe relativement restreint de personnes qui proposent toutes sortes d'idées et lancent toutes sortes d'idées. Et le président choisit ensuite ce qu'il veut et fait quelque chose que la Constitution américaine a essayé de prévenir. Elle a essayé d'empêcher un leader autoritaire de prendre des décisions erratiques. C'est pourquoi la plupart des décisions politiques relèvent en fait du Congrès. Donald Trump a ici, encore une fois, instauré un précédent très, très dangereux. En réalité, le précédent n'a pas été établi par lui. Les administrations précédentes l'ont fait, mais il l'étend, ce qui consiste à déclarer une urgence, puis à utiliser les pouvoirs d'urgence pour contourner le Congrès, ou simplement assumer, usurper les pouvoirs du Congrès, car le pouvoir de lever des tarifs est en fait dévolu au Congrès. Ce n'est pas le président. Le président prétend seulement qu'il a ses droits parce qu'il y a actuellement une soi-disant urgence économique. Maintenant, avec ce stratagème, le président des États-Unis peut bien sûr, essentiellement, prendre n'importe quel type de droit législatif entre ses mains et ensuite décider à sa guise. C'est donc autant une crise interne aux États-Unis qu'une crise étrangère et commerciale. Et la réaction des marchés, bien que pas tellement préoccupés par les aspects juridiques de cela, est maintenant un reflet de l'insécurité. Parce qu'après que les marchés ont également rebondi hier, assez fortement après que Donald Trump a annoncé que les tarifs sont à nouveau levés, ou largement levés, les marchés ont ensuite chuté à nouveau. En ce moment, il est très très difficile pour quiconque de faire des prévisions sensées. La volatilité est quelque chose qui est définitivement bon pour certains spéculateurs, ceux qui parient correctement. Mais c'est très mauvais pour les investisseurs à long terme.
en particulier pour les fonds de pension, tout type de gestionnaires de fonds sérieux, et ainsi de suite, qui doivent essayer d'investir le capital de leurs fiduciaires sur un horizon à moyen terme. Tout cela ne fait que créer plus de tourmentes dans un monde qui est déjà en proie à pas mal de tourmentes. Car n'oublions pas que la guerre en Ukraine est également toujours en cours. Donc Donald Trump n'a pas tenu sa promesse d'y parvenir à la paix. Je dois dire, et je l'ai déjà dit, que le fait que l'administration Trump soit prête à parler à la Russie et à avoir des discussions de haut niveau et à travailler sur un processus de paix est une très bonne chose. C'est une chose très prometteuse, mais elle n'est pas achevée. M. Trump et M. Netanyahu parlaient à nouveau de l'Iran. Ils parlaient du Moyen-Orient, de l'Asie de l'Ouest et des conflits là-bas. Et il y a maintenant la menace de Trump, que l'Iran a 60 jours. Et ces 60 jours, je suppose, presque la moitié d'entre eux sont déjà passés, pour abandonner tous ces programmes d'armes nucléaires et de missiles, etc. Je veux dire, un véritable catalogue de demandes, dont même si l'Iran disait « D'accord, nous n'allons pas créer de bombes nucléaires, mais nous allons vous donner tout notre matériel fissile. » Les États-Unis diraient « Oh, mais votre programme de missiles doit aussi être démantelé. » Et c'est évidemment quelque chose que l'Iran ne peut pas et ne fera jamais, car les prochaines exigences des États-Unis, etc., seront de se démilitariser complètement. Je veux dire, vous pouvez voir en ce moment comment les États-Unis adoptent une approche de demande maximale après l'autre. Et jusqu'à présent, ce que nous comprenons des États-Unis, c'est que bien qu'ils disent qu'ils n'acceptent pas le non comme réponse, ils s'éloignent de beaucoup d'entre elles plus tard. Et cela est intrinsèquement dangereux. Je veux dire, la façon de gérer une telle situation erratique d'aller-retour, non seulement de Donald Trump, mais de toute cette équipe, et de la façon dont les États-Unis, en tant que pays, se comportent actuellement, va créer des incitations vraiment fortes pour que le reste du monde se réunisse et essaie de trouver des voies alternatives, des moyens alternatifs de traiter les uns avec les autres, encore plus rapidement qu'ils ne l'ont déjà fait. Et permettez-moi de vous montrer, pour conclure cette petite discussion, un article qui est sorti l'autre jour dans Foreign Affairs. La plupart d'entre vous savent que je n'aime vraiment pas Foreign Affairs, parce que c'est l'un des médias les plus prestigieux des néoconservateurs. Foreign Affairs était bon. Il publiait des articles importants par des observateurs importants. Et il publiait, vous savez, des articles très importants, comme ceux de George Kennan, etc. Ils étaient bons. Et maintenant, ils ne sont plus qu'un porte-voix néoconservateur de haut niveau. Pas un porte-parole, parce que Foreign Affairs ne se publie pas lui-même, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de journalistes eux-mêmes. Ils publient ce que des universitaires comme moi et d'autres écrivent. Et ici, dans ce cas, vous savez, ils ont une autre. C'est une autre publication néoconservatrice. C'est un article. Mais c'est un article remarquable par l'un des principaux néoconservateurs, Kurt M. Campbell. Ce type ici était le secrétaire d'État adjoint des États-Unis l'année dernière, en fait, jusqu'à ce que Donald Trump arrive et amène toute son équipe avec lui. Il servait sous Biden, je veux dire, sous le secrétaire Blinken, n'est-ce pas, en dirigeant une partie du département d'État. Donc, il fait partie de ce genre de groupe néoconservateur, le type de groupe néoconservateur de Blinken. Et puis l'autre gars qui a écrit ça, Rush Doshi, est quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Mais il est apparemment un jeune costume vide, travaillant pour le Council on Foreign Relations. Également l'un des principaux think tanks néoconservateurs, en fait, et travaillant comme professeur assistant dans le programme d'études de sécurité à la Walsh School de Georgetown. Et vous savez, le fait que vous ayez un néoconservateur, académique aussi junior, écrivant ensuite
avec un tel pont dans la hiérarchie, signifie que cet article a été en grande partie rédigé par ce gars à 80, 85% ou 90%. Et puis ce type a essentiellement aussi mis son nom là et ajouté 2 ou 3 phrases ou cadrages. Et puis, cela a été publié dans cet article ici. Je mentionne cela parce que, alors que toute la folie de l'approche de Trump visant à démanteler toute la Chine dans le monde, pas seulement une, mais toutes, se déroule, vous avez de l'autre côté la faction néoconservatrice, qui est maintenant en embuscade, léchant ses plaies de la dernière élection et préparant tous les stratagèmes de ce qui devrait être fait stratégiquement, n'est-ce pas? Parce que ces gens attaqueront bien sûr l'administration Trump pour ne pas avoir de plan et pour être, comme je l'ai dit, erratique, etc. Ils aimeraient mettre en œuvre quelque chose de beaucoup plus structuré, mais leur structure vise également à la domination de tout le monde et non à une forme de politique mondiale, sensée et d'équilibre mondial dans lequel tout le monde peut prospérer. Il ne vous surprendra pas qu'une chose vous surprendra, à savoir que cet article est en réalité assez réaliste en termes d'analyse des capacités de la Chine. Cet article soutient qu'il ne faut pas sous-estimer la Chine, n'est-ce pas? La Chine a de nombreux avantages économiques, militaires, démographiques et en matière de connaissances, même par rapport aux États-Unis. Pour aborder cet iceberg, cet énorme éléphant dans la pièce, ce que les États-Unis doivent faire, c'est changer leur stratégie avec leurs alliés. Ces personnes ici soutiennent que les États-Unis doivent parvenir à une intégration plus étroite de leurs alliances. Washington doit transformer son architecture d'alliance d'une collection de relations gérées en une plateforme pour le renforcement des capacités intégrées et mutualisées dans les domaines militaires, économiques et technologiques. Je ne vais pas passer en revue tout l'article. Je veux juste vous le montrer. Il n'est actuellement pas soumis à un paywall pour une raison quelconque. Donc, vous pouvez même lire l'ensemble si vous le souhaitez. Mais l'argument de base est que les États-Unis doivent intégrer plus étroitement leurs alliés, surtout dans le domaine économique, et créer essentiellement un grand bloc. Donc ces personnes veulent revenir directement à la guerre froide et avoir, vous savez, non seulement des restrictions commerciales américaines sur la Chine, ou des restrictions commerciales comme les tarifs. Ils veulent des tarifs collectifs de l'Occident sur la Chine, et du Japon, de la Corée du Sud, sur Taïwan, les Philippines. Et vous savez, probablement ces gens regardent toute l'Asie du Sud-Est en fait, comme ces types de partenaires de mise en œuvre. Et l'Europe, vous savez, tout le monde devrait simplement commercer au sein du même bloc. C'est littéralement l'idée, vous savez, juste commercer au sein du même bloc. Parce que si vous combinez tous les alliés des États-Unis, ou les pays qu'ils considèrent comme alliés ici, si vous les combinez tous, alors vous êtes plus grand que la Chine. Vous avez plus de 1,4 milliard, n'est-ce pas? Si vous intégrez toute l'ASEAN, le Japon, l'Australie, les États-Unis et l'Europe, alors vous atteignez environ la barre des 2 milliards de personnes à peu près, n'est-ce pas? Mais c'est plus grand que la Chine. Oh, l'Inde. L'Inde, bien sûr. Ils pensent également à l'Inde pour mettre tout cela en œuvre. Et puis vous êtes bien plus grand que la Chine. Et ensemble, vous pouvez vous savez, ils ne disent pas vraiment ce qu'ils veulent faire à la Chine. Ils font simplement comprendre qu'ils veulent dominer. Ils veulent dominer la Chine. Et ils veulent être plus grands. C'est vraiment, vous savez, le ton que ces gens utilisent est assez fascinant. Et vous pouvez voir comment cette faction des États-Unis pense principalement à comment utiliser maintenant des moyens coercitifs pour que les alliés américains travaillent avec elle. Laissez-moi voir si je peux trouver le passage qui me fascine beaucoup. Voici
comme la stratégie globale des États-Unis devrait être. Quelque chose, vous savez, vous devez avoir un système central décentralisé, d'une certaine manière, n'est-ce pas, où les États-Unis sont le chef de file, mais le chef de file a ses petits chiens qui font ensuite toute la police. Et l'article parle littéralement d'une stratégie qui renforcerait les États régionaux, ce que l'ancien Premier ministre australien John Howard appelait des shérifs adjoints. Les États-Unis vont nommer des shérifs adjoints, l'Australie et les îles du Pacifique, l'Inde en Asie du Sud, le Vietnam en Asie du Sud-Est continentale, le Nigeria en Afrique. Ce seront les shérifs adjoints des États-Unis qui vont s'assurer que leur région se comporte selon le plan de Washington et que tout le monde est sur la bonne voie pour la domination américaine. Et puis oui, vous créez un marché commun avec tous, et ainsi vous mettez essentiellement la Chine en échec, n'est-ce pas? Et même si la Chine collabore avec la Russie, ils sont toujours en échec, parce que vous êtes plus grand. C'est incroyablement stupide. Bien sûr, c'est stupide. Mais c'est le niveau de manigance auquel pensent les personnes qui s'opposent à l'approche actuelle de Trump dans les coulisses du complexe militaro-industriel, think tank, médias universitaires, etc. Ces personnes sont maintenant, bien sûr, en colère parce que Donald Trump rend essentiellement les alliés des États-Unis furieux en imposant des sanctions aux alliés et en les menaçant, etc. Et vous pouvez voir maintenant que les États-Unis ne sont pas sous contrôle central et ils zigzaguent de manière assez fantastique. Mais ce genre de personne peut revenir au pouvoir. Je veux dire, en plus du fait que l'administration Trump elle-même est assez erratique, dans 4 ans, nous pourrions avoir cette bande de fous de retour à la Maison-Blanche. Et je pense qu'il doit être clair maintenant. Et j'espère que cela devient clair pour de plus en plus de personnes à travers le monde, et surtout pour les décideurs, que ce type d'États-Unis erratique est quelque chose qui est là pour rester longtemps. Je veux dire, cela fait déjà au moins 8 ans que c'est le cas. Depuis, je veux dire, on peut soutenir que, quoi que l'on pense de l'administration Obama et de sa politique étrangère, la succession et l'approche de la politique étrangère étaient plus ou moins sur la bonne voie. Mais depuis que Trump a gagné, puis Biden, et maintenant encore Trump aussi, il est devenu presque impossible de prédire quoi que ce soit que les États-Unis feront à court ou moyen terme. Et cela a à voir avec le système politique de ce pays. Pas seulement avec le leader, mais par la façon dont le système politique fonctionne. Et cela va continuer. Donc, à mon avis, la chose la plus logique à faire, surtout pour des pays comme le Japon, n'est pas de suivre les conseils de ces médias néoconservateurs, mais de commencer réellement à diversifier. Je veux dire, travailler plus étroitement avec les Européens, travailler plus étroitement avec les Coréens, travailler plus étroitement avec la Chine. Car une chose que les États-Unis ne comprennent constamment pas, c'est que le Japon n'a aucun intérêt et aucun appétit pour toute forme d'escalade avec la Chine. Le Japon, au mieux, a peur de la Chine, mais ils essayent de gérer cette relation et aussi de gérer une relation avec la Corée du Sud, avec qui ils ont une relation bien pire qu'elle ne pourrait l'être, mais pour différentes raisons historiques, ils ont une mauvaise relation. Ainsi, alors qu'un camp, le camp Trump, semble considéré tout comme faisant partie d'une grande négociation et d'un grand plan pour gagner plus d'argent, l'autre partie du spectre pense toujours que la politique étrangère américaine est orientée vers la domination. Car croyez-moi, cet article dans Foreign Affairs ne pose pas une seule fois la question de savoir pourquoi les Alliés devraient faire cela, ou si cela est bénéfique pour eux. Il est pris pour acquis que la stratégie de politique étrangère des États-Unis envers la Chine est automatiquement bénéfique pour tout le monde, et tout le monde comprendra cela. Par conséquent, tout le monde coopérera si les États-Unis leur disent simplement quoi faire, et le leur disent clairement. C'est un moment de folie, vous savez. Et lire de tels articles dans des revues respectables
auparavant respectables, auparavant femmes, ou regarder le président américain annoncer de nouvelles politiques tarifaires sur la pelouse de la Maison-Blanche, donne l'impression que certaines personnes sont sous contrôle. Vous savez, et que tout cela est, vous savez, juste normal. Une partie normale de la façon dont les relations internationales fonctionnent. Mais non, ce n'est certainement pas une manière normale de fonctionner pour la diplomatie mondiale. Je me demande combien de temps cela va encore durer. J'ai l'impression que cela va prendre un certain temps avant que les choses ne se calment à nouveau. Peut-être avec une expérience d'apprentissage du côté de Donald Trump, qu'il doit prendre plus de temps pour mettre en œuvre, pour poursuivre certaines stratégies. Mais même alors, dans 3 ans et demi, tout pourrait être à nouveau différent. C'est juste la nature du fonctionnement du système américain. Et c'est l'insécurité avec laquelle nous travaillons maintenant dans un monde multipolaire. Cela a aussi un certain sens, n'est-ce pas? Dans un monde unipolaire, il est plus facile pour différents politiciens de différents partis et de trajectoires différentes de parvenir à la même conclusion sur ce qui doit être fait. Car la voie à suivre est tout simplement plus claire. Et maintenant, alors que le parcours des États-Unis devient très flou et que les désaccords sur ce qui est le mieux pour les États-Unis et ce qui est également le mieux pour les électeurs, en particulier la classe bourgeoise riche et importante aux États-Unis, commencent à diverger, vous allez voir plus de zigzags dans leur approche de la politique étrangère. Le monde doit simplement accepter cela comme un nouveau fait de la façon dont ce début précoce de l'ère multipolaire fonctionne et y faire face. Pour moi, la plus grande question est de savoir comment les autres États, groupes d'États et blocs commerciaux vont aborder ce canon libre. Un canon libre sur un navire qui pourrait se retourner et couler le navire. Nous ne voudrions pas cela. Nous voudrions nous assurer que ce canon, à un moment donné, soit à nouveau sécurisé, n'est-ce pas? Donc, la question est de savoir comment sécuriser les États-Unis pour que le monde puisse survivre. Et avec ces mots, merci beaucoup et passez un bon week-end. Thank you very much and have a good weekend ahead.